Merci beaucoup d'être là en cette heure matinale. Alors nous ouvrons cette séance qui est consacrée aux politiques linguistiques et aux enjeux contemporains. Alors il y a eu énormément de changements, donc je ne sais plus si on est vraiment dans les enjeux, dans les politiques linguistiques. Tout est un petit peu mélangé, mais c'est très bien ainsi. Alors aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de vous présenter Madame Béatrice Akissi-Boutin. Alors Béatrice, vous êtes spécialiste d'Afrique de l'Ouest et de phonologie du français contemporain. C'est bien ça, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Ainsi que de la variation du français. Et à ce titre, eh bien évidemment, vous connaissez très bien le Nouchi, vous nous expliquerez ce que c'est. Vous avez coordonné divers projets d'enquête, notamment à Abidjan et à Dakar, dans des zones urbaines, donc, et dans ces zones urbaines, vous croisez les notions d'identité, de langue et de problématiques sociales. Vous êtes donc spécialiste des langues en contact et vous avez à ce titre coordonné l'ouvrage « Le français dans les métropoles africaines ». J'ajouterai que vous êtes HDR, donc bravo, je pense que certains sont jaloux dans la salle, hein, et vous enseignez aujourd'hui à l'Université de Toulouse. Alors aujourd'hui, vous nous dites que le français est important, certes, mais qu'il ne suffit pas pour réussir en Côte d'Ivoire. Alors vous allez nous expliquer cela. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci Elisabeth. Si je me tiens comme ça, vous m'entendez, hein? Oui. Donc je suis aujourd'hui la seule représentante en fait d'un travail commun, puisque Kale Abraham Vawa a travaillé avec moi, mais n'a pas pu venir au colloque, donc il s'en excuse. Et ce titre, justement, vous voyez qu'il est entre guillemets, donc en fait c'est une citation qu'on a obtenue enfin, d'un locuteur lors d'une enquête, qui a été menée, enfin j'en parlerai, et je vous montre sa citation, la phrase entière. « Le français c'est important pour réussir, mais ça suffit pas. Il faut parler aussi ta langue. On doit enseigner ça aussi. Avec mes amis, je parle l'abran et le français. J'aimerais parler aussi le sénoufo. Je parle plus l'abran que le français. Je parle le français parce que c'est la langue populaire, c'est la langue que tout le monde parle. » Donc vous voyez que ce locuteur, bon, nous le citons parce qu'il fait un peu de sociolinguistique spontanée là. Donc on voit le français en tant que langue officielle. Le français c'est important pour réussir, mais on voit que le français occupe bien plus de terrain que les situations administratives, l'enseignement, etc. Puisque voilà, c'est la langue populaire. Quand il parle de langue populaire, c'est pas le français populaire ivoirien, hein, c'est la langue que tout le monde parle. Et ce qui est intéressant aussi dans cette citation, c'est qu'il met l'abran au même pied, sur le même pied d'égalité que le français, hein, l'abran, le sénoufo. Et ça, vous voyez, c'était en 2013 qu'on a obtenu une réponse comme ça, parce qu'au siècle dernier, lorsqu'on faisait des enquêtes sur les langues en Côte d'Ivoire, on demandait à un locuteur, mais quelle langue vous parlez? Donc il disait, ben, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Hein, voilà. Et puis le français, bien sûr. Mais il ne pensait même pas à nommer les langues africaines. Donc c'est un grand pas en avant. Et pour cette introduction, on va aussi s'appuyer, sans commentaire, sur une phrase du professeur Kwadwo Nguessan Jérémie. « Aucun peuple autochtone de la terre ne s'est encore développé uniquement à travers la langue et la culture d'un autre, et surtout dans le mépris et la négation de ses propres langues et cultures. » Donc notre présentation s'appuie sur le projet dynamique des langues et des variétés de français en Côte d'Ivoire qui a été mené donc en 2013-2014 avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs, dont des représentants ici, et des étudiants. Le projet était soutenu par l'AUF, l'Université Félix Houphouët-Boigny et puis un peu aussi le CLE de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. L'objectif était d'évaluer pour le français les langues ivoiriennes, la conscience socio-linguistique, la sécurité linguistique, l'adhésion linguistique au français et aux autres langues. Et les moyens étaient donc le traitement de questionnaires, l'analyse des discours épilinguistiques et puis des observations, documentation sur l'éducation et la formation en français et en langue ivoirienne. Bon là, nous parlerons surtout de l'axe 1, le questionnaire à grande échelle sur les attitudes linguistiques, des recueils de discours sur les langues, comme le titre, et puis le bilan de l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement.
Vous voyez, par exemple, pour l'axe 1, on avait pu faire passer, parce que c'était juste après la guerre, le pays était ouvert vers le nord, et donc on a pu faire passer 1000 questionnaires sur les aptitudes linguistiques dans le pays entier, répartis en 5 zones, avec une répartition à chaque fois dans chaque zone des locuteurs en langue, genre, niveau d'études, âge, et puis secteur professionnel. Et nous avons recueilli aussi dans les mêmes zones des discours sur les langues, et nous avons aussi visité des écoles du projet d'école intégrée, PEI, en langue africaine, et nous avons eu des entretiens avec les acteurs et les anciens élèves de ces écoles. Donc nous suivons le plan suivant, les langues du développement en Côte d'Ivoire. Bon. Et ensuite, nous nous centrerons plus sur la politique de gestion du plurilinguisme pour le développement, mais surtout le développement humain, c'est-à-dire la formation. Et puis nous approcherons aussi les attitudes des locuteurs envers les langues nationales. Bon, on sait bien que le français a un grand rôle économique en Côte d'Ivoire, que le développement de la Côte d'Ivoire tout entier est fondé sur des liens étroits avec la France, liens qui se sont encore renforcés récemment. Aujourd'hui, Abidjan est la deuxième métropole francophone, après Kinshasa et avant Paris. Et on compte 800 entreprises françaises, donc ça fait 11% des entreprises de la Côte d'Ivoire, donc 160 dans des grands groupes, donc Bouygues, Bolloré, France Télécom, Orange, bon, etc., BNP Paribas, la Société Générale, etc. Et on a aussi, qui ne sont pas comptés dans les 800, 400 PME de droit local, donc, qui sont créées par ces entreprises-là, ou par des ressortissants français qui sont présents en Côte d'Ivoire. Donc tout cela apporte 30% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et surtout 50% des recettes de l'État en matière d'impôts sur les bénéfices. Cela fait le pays qui a la croissance économique, c'est juste ces dernières années la plus rapide d'Afrique, mais c'est concernant donc la macroéconomie, parce qu'il y a des conditions qui permettent la confiance des marchés internationaux. Et de plus, tout le secteur informel est dominé en fait par le français populaire ivoirien. Donc ça, c'est plutôt la microéconomie. Ce qui fait que le français est en fait présent partout. Le français... ah oui, alors donc ça c'est le plateau en 1955, aujourd'hui, le pont Fouet-Boigny en 1950 et aujourd'hui. Donc voilà, tout ce qu'a fait le français. Alors, revenons un peu sur l'histoire et penchons-nous sur le français en tant qu'outil de formation. Donc, on va passer rapidement sur l'histoire, mais juste pour dire que la Côte d'Ivoire est au départ une colonie difficile, réfractaire à la colonisation, et que l'enseignement n'est pas la priorité des autorités coloniales non plus. Ce n'est qu'après, finalement, la conférence de Brazzaville, lorsque Félix Houphouët-Boigny était député de l'Assemblée de l'Union française, qu'il a pu, donc, avec d'autres, voilà, valoriser un peu plus l'éducation et que donc il y a eu la création du lycée classique par exemple jusque vraiment dans les dernières années avant l'indépendance. Vous voyez qu'en 1950 il n'y a que 1100 collégiens en Côte d'Ivoire. Après les indépendances, la Côte d'Ivoire devient la vitrine de la France en Afrique. Il y a le miracle ivoirien. Et concernant l'enseignement, par exemple, 90% des enseignants de français du secondaire sont des Français. Jusqu'aux années 80, en fait, où il y a eu l'ivoirisation des cadres et puis des enseignants. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignants français pratiquement plus dans les collèges et lycées, établissements de Côte d'Ivoire. Les programmes sont exactement ceux de la France dans les premiers temps, mais maintenant, ils diffèrent. Aujourd'hui, en fait, c'est le français ivoirien souvent qui domine dans les petites classes. Et le français standard international ne peut vraiment être atteint, si on peut dire, qu'à l'université. Il y a comme un continuum, une évolution de la norme de français, la norme tacite évidemment, parce que c'est toujours le français officiel standard, donc international, qui est de rigueur à tous les niveaux de l'enseignement. Et il y a aussi donc en Côte d'Ivoire une forte présence de l'enseignement français. C'est-à-dire qu'en plus du lycée français, il y a 19 donc, établissements qui sont homologués par l'Association pour l'enseignement du français à l'étranger, je crois, ou la mission laïque, ou le CNED. Donc ça nous fait quand même plusieurs milliers d'élèves ivoiriens qui se préparent au bac français. Donc ceux-là, plus ceux qui font Campus France, arrivent jusqu'à donc 7100
étudiants ivoiriens en France l'année dernière. Bon, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en nombre de francophones, après la France, la RDC et avant l'Algérie. Si on compte, en fait, quand on dit qu'il y a 55% de francophones en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on se base sur le taux de scolarisation. Ça nous fait 13 millions. Mais en fait, il y a plus de francophones que cela parce que le français s'apprend en dehors de l'école, même parmi les personnes qui ne sont pas scolarisées. Il existe aussi, bien sûr, les autres langues qui sont des langues de promotion sociale aussi. Parce que si toute l'éducation formelle se fait en français, l'éducation informelle qui est conduite essentiellement par les familles se fait aussi, bien sûr, en langue africaine. Et lorsqu'on veut donc faire passer la formation dans les milieux ruraux, même si au départ elle est en français, après il faut qu'il y ait des relais en langue africaine, en milieu rural. Et puis aussi, comme l'a bien dit le collègue Nanema hier, toutes les concertations, les innovations qui se font en milieu rural se font évidemment en langue africaine. Donc finalement, toutes les langues ivoiriennes sont impliquées bien sûr dans les activités économiques. Il y a aussi des langues véhiculaires, autres que le français, et des langues d'insertion rurale et urbaine, parce qu'il y a une très forte migration en Côte d'Ivoire. Donc le djoula véhiculaire, bon, avant la colonisation, il était déjà véhiculaire au nord de la Côte d'Ivoire, mais ensuite il s'est transporté partout avec la colonisation du fait des migrations ou des déplacements forcés de population, et pas seulement dans les villes. Et donc il est aussi ancien que le français comme véhiculaire dans toute la Côte d'Ivoire. Bon, le baoulé aussi est véhiculaire, il a remplacé la chantilly au sud-est après qu'il y a eu donc la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, donc la chantilly est restée au Ghana sous sa forme véhiculaire. Et puis on parle aussi du nouchi en milieu urbain, donc là c'est pas au titre de véhiculaire, mais plutôt de langue d'insertion rurale dans certains secteurs comme les transports, certains marchés, certains quartiers, certaines communes. Donc le nouchi au départ un argot, mais qui devient aujourd'hui un vernaculaire urbain contemporain, si on prend la définition de Bloomert et Rampton. Voilà. Donc ces langues, bien sûr, sont pratiquement absentes des activités sociales prestigieuses, par exemple sur les réseaux sociaux numériques, médias, discours des hautes autorités, dans les milieux professionnels, de l'économie formelle, bien sûr. Tout se fait en français. On doit aussi parler des recrutements qui se font aujourd'hui sur diplôme anglo-saxon en entreprise internationale, avec bien sûr la compétence en anglais qui va avec. Donc toutes ces langues dont on a parlé participent au développement et on va donc maintenant se pencher sur la gestion du plurilinguisme. Et donc pas grand-chose n'est fait pour gérer tout ça de la part des autorités, mais dans les années 70, le gouvernement a donné mission à l'ILA de travailler pour l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Donc on parle de langue nationale. Et donc un travail qui avait déjà été commencé quelques années auparavant a continué depuis les années 70. Et donc l'ILA a participé à des projets d'alphabétisation en langue nationale ivoirienne. Donc vous voyez la liste ici, on pourra y revenir. Mais en fait, très vite, ces projets-là ont été... les ONG s'en sont appropriés, qui cherchaient plus leur profit finalement, et qui ne cherchaient pas trop à former les formateurs à l'alphabétisation en langue ivoirienne. Alors que, bien sûr, des ressources humaines de qualité, des matériels didactiques variés étaient disponibles à l'ILA. Le projet PEI, lui, est né en 2001, projet d'école intégrée. Il a été aussi préparé à l'Institut de linguistique appliquée. Et le but, c'était l'expérimentation. Donc voilà, comme je fais beaucoup de points communs avec Jacques Silué qui a parlé hier, bien sûr. Et on ne sort jamais des expérimentations, comme il l'a dit. Donc expérimentation de l'enseignement bilingue au primaire, parfois en maternelle. Donc il s'agissait des 10 villages qui sont dans le tableau que vous avez, avec les 10 langues d'enseignement que vous avez aussi. Donc les élèves arrivés étaient donc en maternelle dans leur langue maternelle ou une langue proche, et ensuite en préscolaire, dans les premières années aussi, au CP, CP1, CP2, ils apprenaient à lire et à écrire dans leur langue. Et ce n'est qu'à partir du CE2 que le français était enseigné comme une matière.
pour arriver finalement à terme, au court moyen, dans un enseignement totalement en français. Donc vous voyez, c'était quand même vraiment un enseignement dans les langues embryonnaires. Enfin, c'est toujours, bien sûr. Avec la crise de 2002-2011, certains sites ont fermé, mais après 2011, d'autres sites se sont ouverts. Donc on est toujours environ à une dizaine d'écoles de PEI, avec donc quelques centaines d'élèves. Quel bilan on peut faire de ce projet? Le bilan d'abord politique et administratif, donc effectivement, il y a une équipe de direction du PEI qui est au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a, c'est que les directeurs changent très souvent et ils sont plus nommés, on dirait, pour récompenser un militant que pour vraiment mettre là quelqu'un qui dynamise le projet. Et ça, plus le fait qu'il n'y a pas non plus d'expertise nationale, fait qu'on se demande comment le projet peut être pérennisé par la suite. Concernant les infrastructures, bon, le bilan peut être fait avec après 6 visites de terrain dans les départements de Sikinsi et Adzopé. Alors, la plupart des écoles pays n'ont pas de classe maternelle parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Parfois, les écoles sont bien aménagées, comme dans certains endroits, mais parfois aussi sans porte, comme à Ilibou, ou parfois ce sont même des paillotes, comme à Awabo ou à Moapé. Et donc là, vous avez une classe qui est très correcte pour une école de village en Côte d'Ivoire, mais vous avez aussi donc, ce genre de choses dans 2 villages. Et ce qui fait que, évidemment, vous voyez que le matériel, par exemple, ne peut pas être gardé dans les écoles quand il n'y a pas de porte ou quand ce sont des paillotes, donc il doit être gardé chez des privés ou bien dans l'école classique voisine. Le bilan de la formation des formateurs, du matériel pédagogique. Alors, les instituteurs, en fait, ne sont pas formés. Ils sont issus des CAFOP, donc Centre d'animation et de formation pédagogique, comme les autres, mais ils sont affectés là dans des écoles pays, comme ils pourraient être affectés ailleurs. Ils n'ont pas de stage, enfin, il y en avait au tout début, mais maintenant, il n'y en a plus, ni de formation continue. Ils n'ont pas de formation non plus spécifique, même à l'orthographe pratique des langues africaines. Et il n'y a pas de visite de conseiller pédagogique parce que de toute façon, il n'y a pas de conseiller pédagogique formé. Il y a peu de manuels officiels qui sont édités. Il y a les livres de langage du CP, puis après, il y a quelques autres livres. Par exemple, ce livre de sciences et technologies. Donc, vous voyez là aussi... non, pardon. Je suis allée dans l'autre sens, pardon. Voilà, à l'intérieur du livre... Et la plupart du temps, donc l'enseignant fait le cours avec le manuel en français et puis il traduit directement aux élèves. Les élèves, bien sûr, n'ont pas de manuel. Donc, vous voyez que les enjeux du pays ne sont toujours pas perçus par les plus hautes autorités de l'État. Donc, on peut se tourner maintenant du côté des attitudes des locuteurs pour voir si peut-être ça peut faire un levier pour que les autorités prennent conscience des bienfaits de l'enseignement en langue ivoirienne. Et donc, nous avons, dans le cadre de l'enquête dont je parlais au début, posé diverses questions aux personnes enquêtées. Le français est-il suffisant pour communiquer en Côte d'Ivoire? Donc, vous voyez des réponses quand même très fortement négatives, y compris donc à Abidjan, où on a donc un total même de non qui est supérieur à l'ensemble du pays. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses oui ne sont pas supérieures à Abidjan, alors que la vie entière, sociale, économique, familiale, même se fait en français. Mais les locuteurs sont insatisfaits avec le français. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que les réponses non sont inversement proportionnelles à l'âge. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont les moins satisfaits avec le français comme langue unique pour communiquer en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a demandé quelles sont les langues pratiquées avec les collègues au travail, avec les supérieurs, les clients aussi, en fait, beaucoup de locuteurs ne souhaitaient pas répondre. Donc, je peux montrer un tableau à titre d'exemple. Vous voyez que les non-réponses sont très nombreuses, mais on voit évidemment la dominance du français comme première langue citée, et on voit que le djoula aussi se détache. Ensuite, les langues ivoiriennes, c'est toujours 1%, donc c'est de toute façon très peu, 1% ou moins. Voilà. Et le djoula aussi arrive comme en rang 2, avec un plus fort pourcentage que les autres langues ivoiriennes et comme le français. Quelques extraits maintenant des réponses sur l'enseignement des langues ivoiriennes.
Donc, je ne sais pas combien il reste de temps, 10 minutes 5. Alors, je vais passer parce que je vais vous faire plutôt écouter un locuteur. Parce que moi-même, je peux dire que c'est le français qui peut réussir, mais moi-même, là, je ne veux même pas qu'on parle trop le français. Parce qu'un bois dans l'eau ne peut jamais être caïman. On va beau parler le français, mais nous sommes toujours africains. Donc, on doit parler notre langue maternelle. Voilà. Quand je suis en face des gens, et puis, soit l'ethnie, puis on se comprend, et puis on laisse cette ethnie, et puis on parle le français, là. Ça me fait très mal. Hein. Parce que nous sommes africains, on doit parler notre ethnie. Voilà, sans commentaire. Donc, sur les résultats des élèves, les résultats sont très encourageants parce que les élèves ont de meilleurs résultats au concours d'entrée en 6e. Donc, vous voyez là le tableau. Donc, dans les écoles classiques et dans les écoles PUI, résultats au CEPE et puis résultats en entrée en 6e. À chaque fois, les résultats sont supérieurs des élèves sortant des PUI. Les élèves aussi passent le CEPE en CM1 déjà, au lieu de le passer en CM2. Et ils le réussissent, un grand nombre le réussissent. Et on voit aussi qu'ils rentrent de plein pied très facilement dans l'écriture avec leur langue maternelle, c'est frappant. Et aussi on remarque qu'ils font des apprentissages en maths qui sont très rapides et très précoces, parce que c'est avec leur langue maternelle. On voit par exemple des élèves, on a des vidéos qui montrent des élèves qui font au tableau des soustractions en CP2, posés donc à plus de 2 retenues. C'est même pas au programme du CP2, mais bon, voilà, ils le font déjà. Les divisions aussi, ils les apprennent très vite. De l'observation de classe, qu'est-ce qui se dégage? C'est que les élèves sont très très contents d'aller à l'école. Ils ont un vif intérêt pour les apprentissages, les cours sont animés, les élèves sont très à l'aise, et puis bon, ils répondent bien aux questions, enfin voilà, les apprentissages sont facilités. Et nous avons aussi interviewé, enfin je dis nous, c'est pas moi, mais voilà, nous avons interviewé d'anciens élèves PUI qui sont aujourd'hui donc au collège et au lycée, parce que l'expérimentation est très récente, donc sur 17 élèves interrogés, on peut retenir 14, de la 6e à la terminale, à Adzopé, donc en langue Atié, et ils gardent tous d'excellents souvenirs des apprentissages du primaire, de l'école, de l'ambiance et tout. Et puis ils disent aussi que jusqu'à aujourd'hui, leurs stratégies de réussite sont appuyées sur la langue Atié. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils veulent raisonner en mathématiques, ils vont donc pouvoir raisonner dans leur langue maternelle. Donc ça, c'est un acquis qu'ils ont eu grâce au PU dans les toutes petites classes. C'est frappant. Et ils sont très sûrs d'eux, bon, ils ont une grande assurance, et aussi ils sont fiers de parler Atié et puis d'avoir appris l'Atié à l'école, que l'Atié soit à l'école. Et ensuite, l'ancien élève aussi est une ressource sociale souvent pour justement faire le transfert, la médiation linguistique entre le français et l'Atié. Oui, j'oubliais même qu'il y a des élèves de terminale qui nous disent qu'ils prennent leurs notes en Atié, ce qui est frappant, pour aller plus vite. Ou d'autres qui nous disent qu'ils prennent des notes en français, mais avec l'orthographe Atié. Ce qui veut dire, bon, une orthographe évidemment très simplifiée, voilà, par rapport à l'orthographe française. Donc, en conclusion, toutes nos enquêtes confirment que les langues ivoiriennes ont une grande part dans l'économie informelle, économie au sens large dont nous avons parlé, que les langues sont très efficaces pour la première alphabétisation des élèves, et que récemment, il y a un regain d'engouement, un revirement en fait de la situation, engouement pour les langues ivoiriennes, mais de la part des autorités qu'on a une ignorance vraiment de ces langues ivoiriennes et de leur valeur pour le développement. Donc, que faire? Il ne s'agit pas de remettre en cause le français en Côte d'Ivoire, qui est bien présent et utile et qui est totalement approprié par la population, mais de chercher comment valoriser socialement les langues nationales pour une plus grande confiance des populations, confiance en elles et puis en soi, parce que, comme on l'a vu aussi, les deux vont ensemble. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir montré cette complexité du plurilinguisme ou du multilinguisme en Côte d'Ivoire qui semble être un bon paradigme pour penser le multilinguisme effectivement. Alors Mehdi, vous êtes spécialiste de l'enseignement du français de spécialité à l'université et plus précisément du français scientifique, des sciences de la vie, des sciences de la terre et de l'univers.
Vous approfondissez la notion de technolect et ses applications didactiques. Donc vous êtes didacticien également. Vous enseignez actuellement à l'université Mohamed V à Rabat. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est un nouveau tour que vous donnez à votre recherche, puisque vous allez nous parler de quelque chose de totalement différent. Vous vous intéressez, vous abordez pour nous d'une certaine façon, vous changez et vous abordez une actualité sociolinguistique que vit aujourd'hui le Maroc de façon assez aiguë, puisqu'il s'agit de la situation géographique, la place du Maroc qui est au centre de nombreuses migrations actuellement. Et ce sont des migrations qui sont assez éclectiques et qui donnent, le résultat produit une situation difficile, je pense, linguistiquement au Maroc. Donc vous allez nous parler de cette reconfiguration linguistique, de ces espaces langagiers qui réunit langue, migration et bien évidemment politique. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'aimerais encore une fois remercier le comité d'organisation, tous les membres du comité d'organisation. Ils font un travail formidable. J'ai toujours eu des réponses à mes questions. Merci aussi pour leur réactivité. Voilà. Donc je suis là effectivement pour vous parler de la question migratoire en relation avec la politique linguistique au Maroc. Je vais commencer par tout d'abord mettre en exergue quelques chiffres concernant l'immigration de manière générale. Il faut savoir qu'on a parlé de développement pendant ces 2 premiers jours du colloque. Il ne faut pas oublier que la question du développement et la question de l'émergence est principalement liée à la gestion des flux migratoires. Pourquoi cela? Parce que quand on ne gère pas convenablement les flux migratoires, comme c'est le cas maintenant, on arrive à obtenir des morts. Ce qui se passe aujourd'hui en mer Méditerranée est tout à fait atroce. À chaque fois, on va repêcher des corps en mer Méditerranéenne. Il y a des enfants qui meurent de famine et je n'ai pas besoin de dire que c'est tout simplement atroce. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, nous avons 258 millions de migrants dans le monde, 258 millions de déplacés. Et rien qu'en Afrique, il y a 16,4 millions de migrants internationaux. Pour vous dire que les chiffres sont tout de même énormes. Et tous les futurologues, tous les politologues, les scientifiques, les économistes, les anthropologues disent que ça va continuer à augmenter. Alors, parlons de la politique migratoire au Maroc. Il y a eu une certaine évolution de la politique migratoire parce qu'au début, le Maroc ne faisait pas grand-chose, pour être franc. En tout cas, sur la question migratoire en elle-même. Il y avait un certain nombre de migrants, parce que le Maroc, qu'est-ce que c'est en fin de compte? De par sa position géographique, c'est une passerelle. C'est une passerelle. Les migrants viennent au Maroc, s'installent principalement dans le nord du Maroc à Tanger, afin de passer en Europe. Le plus souvent, c'est ça la situation. Maintenant, progressivement, les choses ont changé. Et les migrants vont aller s'installer dans plusieurs régions du Maroc, notamment dans l'Est, à Oujda, au nord, à Tanger, mais aussi au centre du Maroc, à Knetra, à Rabat, et donc ils passent plus de temps à Maroc qu'auparavant. Excusez-moi. Alors, en 2003, l'Union européenne tout de même a demandé au Maroc de faire un petit effort. Il y a eu une première loi, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est véritablement en 2013 que les choses ont considérablement changé. Le Maroc a compris qu'il fallait faire avec l'immigration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours continuer à fermer les yeux et se dire que non, il n'y a pas de migrants, ça va passer. Donc il y a eu un premier discours du roi Mohamed VI où effectivement il a demandé à ce que les pouvoirs publics puissent lancer des chantiers en matière de gestion de l'immigration au Maroc et de mettre en place un cadre juridique. Un cadre juridique beaucoup plus développé, parce qu'il y en avait un autre cadre auparavant, mais qui n'était pas très efficace. C'est pour la première fois en 2014 qu'il y a eu l'ouverture du bureau des réfugiés et des apatrides à Rabat, donc qui accueillait les migrants et qui justement pouvait légaliser la présence de ces migrants au Maroc, sur le territoire marocain. Alors, deuxième aspect, et celui-là est beaucoup plus lié à la politique étrangère,
Donc la politique étrangère marocaine impacte en quelque sorte la politique migratoire du Maroc. Le Maroc vient de réintégrer l'Union africaine, pour des raisons liées aussi à la question du Sahara marocain, comme vous le savez. Et puis, il y a cette volonté du Maroc de vouloir faire partie de la CEDEAO. Là, c'est beaucoup plus en relation avec des questions économiques. Le Maroc, les entreprises marocaines sont installées en Afrique subsaharienne, principalement en Afrique de l'Ouest. Vous avez des sociétés, des entreprises, des banques, notamment Tijel Wafa Bank, BMCE, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie. Vous avez aussi des entreprises d'assurance et de BTP, bâtiments travaux publics, en Afrique de l'Ouest, mais aussi un peu en Afrique de l'Est. Et donc, le Maroc aussi a compris que cette question migratoire est aussi liée à des aspects et des profits économiques. Et donc, c'est dans ce sens qu'il a été créé en septembre 2013 4 sous-commissions chargées de la mise en place de la nouvelle politique nationale d'immigration et d'asile présentée à Genève le 17 mars 2014, citation de départ 2014. Alors, cette commission comporte en fait 3 axes. Donc, la régularisation des étrangers en situation irrégulière, la régularisation des réfugiés statutaires reconnus par le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, et puis l'action diplomatique. Alors, l'évolution du cadre juridique, en 2003, comme je vous l'avais dit, il y a eu une première loi, mais on avait jugé que cette loi était quelque peu discriminatoire, qu'elle ne donnait pas suffisamment d'importance aux migrants, qu'elle ne leur accordait pas suffisamment tous les droits. Et là, actuellement, il y a un projet de loi qui date tout de même de 2014-2015, où justement on va essayer de revoir cette loi 0203 pour la remplacer par une nouvelle loi, c'est 2614, pardon, qui donne plus de droits aux migrants, notamment sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, sur la question des droits humains de manière générale. Alors, au Maroc, on compte pratiquement un peu moins de 100 000 migrants au Maroc. Alors c'est loin de ce que fait par exemple la Côte d'Ivoire, qui a accueilli plus d'1 million de migrants. C'est très loin de ce qu'a fait le Nigeria, qui accueille plus de 2 millions de migrants. C'est aussi à des années-lumière de ce que fait l'Afrique du Sud, qui accueille plus de 3 millions de migrants. D'accord ? Mais on se dit tout de même qu'il faut gérer cette vague de migrants qui devient de plus en plus importante. Donc il y a eu 2 phases de régularisation des migrants. La première en 2014, et donc le Maroc a octroyé plus de 23 000 titres de séjour à 28 000 dossiers déposés, et il y a eu une deuxième phase de régularisation où on a régularisé 24 000 personnes sur 28 000 demandes. Donc, vous voyez que progressivement, le Maroc passe d'un pays de transit, de transfert, à un pays d'accueil. Il passe d'un pays de transit à un pays d'accueil. Les migrants s'installent au Maroc, c'est un fait. Les subsahariens, les Africains du centre de l'Afrique viennent s'installer au Maroc. Et puis, même pour ce qui est du transit, il dure plus longtemps. Donc, nouvelle politique migratoire. Qui dit nouvelle politique migratoire dit forcément intégration sociale. Et lorsqu'on parle d'intégration sociale, il faut d'abord et avant tout parler d'intégration linguistique. Et justement, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour vous parler principalement de cela. Qu'en est-il de l'intégration linguistique des migrants au Maroc? Comment ils arrivent à communiquer avec les Marocains? Dans quelle langue? Forcément, il va y avoir des migrants qui ne parlent pas les langues en présence sur le territoire marocain. Comment ils vont communiquer avec les Marocains? Est-ce que les migrants arrivent à communiquer dans les langues véhiculaires, arabe dialectal, amazigh? Et puis, quels sont les dispositifs mis en place par les instances publiques et les ONG, justement, pour
l'apprentissage et l'intégration linguistique, l'apprentissage des langues au Maroc et l'intégration linguistique. Bon, alors quand j'avais reçu le programme, quand on m'avait envoyé le programme, j'avais vu qu'il y avait un de mes compatriotes qui devait présenter une communication sur la politique linguistique, et donc je m'étais dit que ça serait dommage que je répète les choses, et donc j'avais considérablement réduit cette partie-là. Mais bon, je vais essayer de développer oralement, rapidement. Alors, pour ce qui est du paysage linguistique marocain et de la politique linguistique de manière générale, c'est un paysage qui est plurilingue. Vous avez plusieurs langues, l'arabe standard, arabe dialectal, français, espagnol, amazigh, et récemment, il va y avoir aussi l'anglais. Maintenant, pour faire vite et pour résumer, ce qui se passe au Maroc, c'est que nous avons une certaine répartition fonctionnelle des langues. Une forme de diglossie, mais une diglossie selon l'approche de Fishman et non pas celle de Ferguson. D'accord? Donc une répartition fonctionnelle des langues, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que chaque langue a un certain nombre de fonctions qu'elle assure dans la société marocaine. L'arabe standard, c'est la langue officielle de l'État. C'est la langue des officiels, des discours officiels, et c'est une langue qui est beaucoup plus écrite que parlée. La darija, l'arabe dialectal marocain, c'est la langue véhiculaire, vernaculaire au Maroc. C'est la langue que parlent tous les Marocains, pratiquement tous les Marocains, parce qu'il y a encore des amazigophones natifs, et il y a aussi des Marocains qui ont pour première langue de socialisation le français, mais ils sont très très rares. Il va y avoir aussi l'espagnol qui est en recul, hein, c'est-à-dire qui recule, hein, qui est en retrait, au nord du Maroc, qui est sévèrement concurrencé par le français. Le français, c'est la langue de l'entreprise, c'est la langue de l'enseignement scientifique-technique, c'est la langue des assurances, des banques, c'est la langue aussi du business de manière générale, la langue des affaires. Maintenant, le français est de plus en plus concurrencé par l'anglais. Pourquoi? Parce que le Maroc s'ouvre sur les entreprises internationales, sur la mondialisation. Il y a de plus en plus de manufactures, d'entreprises, d'usines qui viennent s'installer au Maroc. Et aujourd'hui, lors des entretiens d'embauche, on exige la maîtrise de l'anglais, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. J'avais mené une étude sur le français et l'insertion professionnelle, et on avait constaté que de plus en plus de recruteurs, de responsables de ressources humaines exigeaient l'anglais dans les entretiens d'embauche. C'est-à-dire, sans vous poser la question, on basculait vers l'anglais. Donc, comment les migrants se retrouvent justement dans ce foisonnement de langues, dans cette diversité linguistique? Alors, il y a aussi l'amazigh. Hein. Il ne faut pas que j'oublie l'amazigh. L'amazigh qui est la langue ancestrale, hein, la première langue parlée sur le territoire marocain. Alors, en 2011, l'amazigh a été reconnue langue officielle, hein, dans la refonte de la constitution marocaine. Il y a eu un travail qui a été fait depuis la fin des années 90 au niveau de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh marocain, donc où on a essayé de standardiser l'amazigh. L'amazigh, en fait, au Maroc, il y a 3 variétés, le tachlhit, le tarifit et le tamazight. Et ce qu'on a fait, c'est une étape avant justement la reconnaissance de l'amazigh, c'est qu'on a tout simplement créé une forme de koiné. Koiné, un mélange des 3 langues, d'accord, avec une écriture qu'on a appelée l'écriture tifinagh. C'est une langue qui a été reconnue, mais qui n'est pas encore enseignée dans les écoles marocaines, ou très peu, peut-être dans certaines régions, notamment dans le Souss, mais globalement, l'amazigh n'est pas encore enseignée. Jusqu'à maintenant, cette langue, cette koiné, n'est pas du tout accessible aux Marocains, et qu'on continue à parler les variétés, tachlhit, amazigh, tarifit, dans les différentes régions. Et beaucoup de linguistes amazigophones, d'ailleurs, doutent de l'efficacité de cette politique, hein, celle de, justement, de faire de 3 variétés une seule langue. Voilà. Alors, pour ce qui est de mon enquête, l'enquête que j'ai menée, je me suis appuyé sur j'ai pioché un peu dans la boîte à outils des sociologues et des sociolinguistes. Et donc, j'ai mené tout de même une série d'observations participantes
hein, inspiré par William Leibov, comme il l'avait fait quand il avait étudié la stratification du R. J'ai aussi rédigé un questionnaire que j'ai administré à des migrants pour voir un peu quelles étaient les langues qu'ils parlaient, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient par rapport à la communication avec les Marocains, quelles sont les langues qu'ils pratiquent qu'ils utilisent lorsqu'ils veulent parler avec les Marocains, et puis quelles sont les difficultés linguistiques auxquelles ils sont confrontés. Et puis, là encore, des entretiens semi-directifs, une fois encore avec les migrants, mais aussi avec les directeurs et les responsables des ONG et des centres d'accueil. Maintenant, pour ce qui est de la population cible, nous avons 4 catégories. J'ai essayé de catégoriser un peu la population de manière générale, et donc je me suis retrouvé avec 4 catégories. Vous avez les migrants francophones étudiants, les migrants francophones travailleurs, les migrants non francophones étudiants, les migrants non francophones travailleurs. Ajoutant à cela les mineurs, hein, sauf que je n'ai pas eu à m'entretenir avec les mineurs. Alors, pour ce qui est des dispositifs d'accueil, alors pour structurer un peu ma présentation, je vais le faire en deux parties, l'apprentissage guidé, hein, et l'apprentissage non guidé. Donc il y a l'Agence marocaine de coopération internationale, et pour tout vous dire, c'est ce que fait l'État jusqu'à maintenant. Donc il y a une agence marocaine qui s'occupe de la coopération internationale, et dans cette même agence, il y a un centre international des langues. Et ce centre s'occupe principalement des migrants étudiants, des étudiants qui veulent poursuivre leurs études au Maroc, mais des étudiants non francophones. Pourquoi cela? Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au Maroc, l'enseignement scientifico-technique se fait uniquement en langue française. Dans certaines universités privées, dans certains masters, il y a des cours qui sont dispensés en anglais, mais c'est rare. Hein? C'est surtout au niveau du privé que ça se fait. Mais pour ce qui est des universités publiques, c'est uniquement en langue française. Et donc, ce qui se passe, c'est que au début de l'année, les migrants, plutôt les étudiants non francophones viennent au Maroc, ils s'inscrivent au centre de langue internationale et ils vont justement suivre des cours intensifs de français. Alors ça reste du FLE, ça reste du français langue étrangère, d'accord? Donc vous avez ici le volume horaire, donc c'est 15 heures par semaine pendant approximativement 6 mois, avec une évaluation en fin de session, à la fin de l'année. Alors, ce qu'il vise en tout cas, c'est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau B1, pourquoi? Parce qu'on dit que le niveau B1, c'est le niveau seuil. Et donc, à partir du niveau B1, on devient plus ou moins autonome. Pour ceux qui n'arrivent pas à passer l'évaluation, il va y avoir une session intensive pendant le mois de juillet, là encore de 40 heures. D'accord. Alors pour l'année 2018, il y a eu 533 inscrits, pardon, j'ai oublié un S ici, je suis désolé. 533 inscrits, donc de différentes nationalités, Soudan du Sud, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Zambie, Ghana. Donc ce sont des lusophones, des hispanophones, des anglophones. Alors, ça, c'est tout ce que fait l'État jusqu'à maintenant. Maintenant, on passe aux ONG, les organisations non gouvernementales. Il y a le centre Caritas. Donc, le centre Caritas, ici en France, on appelle ça le secours catholique. Alors, il travaille en coopération avec les pouvoirs publics, mais aussi avec d'autres fondations, notamment la fondation Zagora pour l'enseignement de la Darija. Alors, c'est une ONG qui est présente un peu partout au Maroc, dans les villes marocaines, à Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger et Casablanca. Et donc, ils apportent un soutien aux migrants, soutien financier, aide humanitaire, accès aux soins, et bien entendu, formation. Et dans la formation, c'est des formations professionnelles, hein, liées aux métiers, aux différents métiers qu'ils peuvent exercer au Maroc, la mécanique automobile, le bâtiment, le téléconseil, et ainsi de suite. Maintenant, à côté de ces modules d'enseignement professionnel, il va y avoir aussi des modules d'enseignement des langues. Et généralement, il y avait 3 projets. Donc celui de l'arabe standard, langue étrangère pour les enfants.
parce qu'on pensait aussi justement aux enfants qui devaient intégrer l'école marocaine, d'accord? Mais là, on parle de l'arabe standard. Pourquoi on parle de l'arabe standard? Parce que l'enseignement du primaire, au collège et au lycée se fait en arabe standard. Et après le bac, c'est le français. Vous voyez? Donc ça reste compliqué pour les Marocains déjà. Pour les Marocains, ça reste très compliqué. D'accord? Alors pour les migrants, on verra ce que ça va donner. D'accord? Donc un enfant scolarisé, il doit obligatoirement apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est en arabe. Les sciences naturelles, c'est en arabe standard. Et donc il faut qu'il apprenne l'arabe standard. Deuxième projet, c'est celui de l'arabe standard pour l'accompagnement des enfants en cours de scolarisation. Il y a des enfants qui sont déjà insérés dans l'école marocaine, qui ont appris quelques mots, quelques phrases, qui arrivent à comprendre un peu, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut qu'il y ait tout de même des cours de soutien. Et puis le troisième volet, qui est très intéressant à mon sens, c'est la darija à visée professionnelle. Donc l'intégration, c'est linguistique, en tout cas avec les Marocains, c'est la darija. C'est l'arabe dialectal marocain. Et donc, quand on travaille avec les Marocains, à un certain niveau, on va dire, dans le milieu ouvrier, d'accord, dans le milieu des techniciens de manière générale, c'est beaucoup plus la darija qui est utilisée, qui est parlée. Et donc, c'est une forme de DOS, si vous voulez, de darija sur objectif spécifique, hein, calqué sur le FOSS ou sur le English for Specific Purposes, hein, parce que le FOSS vient justement du ESP. Troisième dispositif d'accueil, c'est la Fondation Orient-Occident. Là encore, c'est une ONG, d'accord, qui est marocaine, mais qui est aidée par, il me semble, les Pays-Bas, la Hollande, d'accord, qui est aussi financée par la Hollande. Et donc, comme pour le centre Caritas, c'est une ONG qui est implantée un peu partout au Maroc, dans différentes villes, et donc qui s'occupe, rien qu'à Rabat, de 250 migrants en 2018. Donc, même chose, donc ils ont une série, ils dispensent des modules de formation dans le domaine professionnel, mécanique automobile, bâtiment, téléconseil, infirmerie, infographie. Alors, la différence avec le centre Caritas, c'est que la Fondation Orient-Occident s'occupe principalement des réfugiés, contrairement au centre Caritas qui prend tout le monde. D'accord? Donc, que ce soit migrants, sans-papiers, réfugiés. Par contre, la Fondation Orient-Occident s'occupe principalement des réfugiés. Eux aussi, ils dispensent des langues, mais à la différence de Caritas, là encore, c'est que chez Caritas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très bien organisé. C'est-à-dire que derrière les cours, il y a véritablement une vraie ingénierie pédagogique. Pourquoi? Parce que c'est fait en partenariat, là encore, avec la Fondation Zakura pour la promotion de l'enseignement de la darija. Et puis, il y a des spécialistes derrière. Maintenant, au niveau de la Fondation Orient-Occident, il y a des cours, mais le choix des besoins à enseigner, hein, c'est l'enseignant qui le fait. Vous savez, quand on parle de didactique, la première des choses à laquelle on pense, c'est la notion de besoin, avec ces trois composantes. Besoins psycho-affectifs, besoins linguistiques et besoins sociolinguistiques. Maintenant, au niveau de la Fondation Orient-Occident, c'est tout simplement l'enseignant qui va choisir ce qu'il va enseigner. Et donc, il n'y a pas véritablement une vraie ingénierie pédagogique, une vraie programmation des cours. Alors, passons maintenant à l'apprentissage non guidé. L'apprentissage des langues, de manière... là, on parle de l'acquisition de l'arabe dialectal en milieu naturel. Et là, je fais allusion principalement aux théories de l'acquisition. Hein. Généralement, les acquisitionnistes, ils parlent de 4 voies socio-langagières d'acquisition. Alors, il y a le travail. Forcément, un migrant, quand il va travailler avec d'autres Marocains, il devra communiquer avec eux dans leur langue. Et il sera amené à comprendre un certain nombre de mots, de phrases. Les relations transactionnelles, il y a des migrants qui travaillent dans le commerce, mais aussi il y a des migrants qui cherchent bien évidemment à acheter des choses pour subvenir à leurs besoins, d'accord, pour se nourrir, acheter des vêtements. Les relations interpersonnelles, c'est vrai que bon, là actuellement, il y a encore le communautarisme au Maroc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de communautés un peu partout.
Mais on voit que les migrants se mélangent avec les Marocains aussi, qu'il y a tout de même une certaine communication qui se fait. Et puis les relations familiales. Alors les relations familiales, comment cela ? C'est les enfants qui vont aller à l'école, qui vont apprendre l'arabe et qui vont apprendre à leur tour l'arabe aux migrants, à leurs parents. Voilà. Alors dans les particularités des variétés, parce que ce que je faisais au niveau de l'observation participante, c'est que je me dirigeais vers des vendeurs ambulants qui vendaient des chargeurs de téléphone, des écouteurs, des t-shirts. Et puis, je faisais semblant de ne pas parler le français. Et donc, j'essayais justement de voir leur niveau en arabe dialectal. Et je peux vous assurer qu'ils parlaient l'arabe, qu'ils arrivaient à se faire comprendre, qu'ils comprenaient la Darija parfaitement et qu'ils parlaient aussi la Darija. Toutefois, c'est juste une forme de variété de base. Ce que j'entends par variété de base, hein, c'est un peu comme les enfants qui apprennent, parce que bon, là on les appelle les apprenants tardifs. Hein, les apprenants tardifs, les adultes à ce moment-là, quand ils apprennent une langue nouvelle de cette façon-là. Et c'est une forme de variété de base. Parfois ce sont des verbes, des structures non fléchies. Et donc parfois c'est juste un agencement de mots. Mais ils arrivent à comprendre et ils arrivent à communiquer. Alors, évidemment, j'ai eu affaire par exemple à deux cas. Un étudiant qui est installé au Maroc depuis 6 ans et qui comprend simplement quelques mots, qui n'arrive pas à parler, qui ne comprend pas l'arabe. Et j'ai eu affaire encore à un autre migrant qui est là au Maroc depuis 4 ans et qui parle très bien l'arabe. Pourquoi ? Parce qu'il parle arabe, parce qu'il côtoie les Marocains plus que l'étudiant et il a besoin de l'arabe pour vendre ses produits. Donc, quelle langue enseigner aux migrants et à quel degré ? Donc, j'ai essayé de faire ce tableau-là, une sorte de synthèse. Donc, vous avez les migrants francophones étudiants. Alors, ils doivent aussi apprendre l'arabe dialectal pour communiquer avec les Marocains. L'amazigh aussi peut-être, s'ils sont dans les régions amazirophones, dans les isoglosses amazirophones, on va dire. Hein. Les migrants francophones travailleurs, alors pour eux, le plus important, c'est l'arabe dialectal parce qu'ils doivent travailler avec les Marocains. Les migrants non francophones étudiants, alors pour eux, c'est principalement le français, comme ce qui se fait au niveau de l'AMCI, au niveau du Centre international des langues. Les migrants non francophones travailleurs, là encore, c'est l'arabe dialectal beaucoup plus, peut-être le français par la suite, s'ils veulent travailler dans une entreprise marocaine. Et puis les mineurs, là encore, ça va être l'arabe standard, beaucoup plus l'arabe standard pour poursuivre leurs études dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées marocains. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mehdi. Je pense que vous nous avez bien montré qu'ajouter de la complexité à la complexité linguistique s'avère et va s'avérer compliqué, mais peut-être pas impossible. Bien, je vais laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants ? Oui, bonjour. José Herreras, Université Paris 7. J'aurais une question pour Madame Boutin. Vous nous avez parlé d'une expérience d'enseignement bilingue dans 10 villages, si j'ai bien compris, et 10 langues différentes. Et j'aurais aimé savoir si les élèves qui ont suivi ces enseignements, ils ont été sélectionnés, ils ont été choisis, c'était volontaire, c'était obligatoire. Et peut-être aussi donner quelques indications sur les volumes, le nombre d'étudiants, enfin d'élèves. Et par rapport aux résultats que vous avez indiqués lors des épreuves d'évaluation, j'aimerais quelques précisions aussi par rapport au nombre d'élèves qui sont évalués, et tout ça. Merci pour votre question. Je n'aurai pas toutes les réponses, mais celles que j'ai, je vais vous les donner. Donc, alors, le PU a commencé en temps de crise, en fait, parce que c'était en 2001. En 2002, il y a eu une crise qui a duré plusieurs années. Et là, bon,
savoir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est difficile. C'était vraiment des expériences dans quelques villages. Alors, les élèves n'étaient pas recrutés, c'est-à-dire qu'ils venaient volontairement aux écoles. Donc, dans un village, il peut y avoir l'école classique et puis aussi, il peut y avoir l'école PEI. Donc, ils y vont volontairement. Les classes sont pas très chargées dans les écoles PEI. Donc, ça fait quelques centaines, mais on ne peut pas avoir des résultats plus précis. Bon, après la fin de la guerre, donc en 2011, tout a repris beaucoup mieux, mais on n'a pas obtenu de chiffres vraiment précis au ministère. Donc, c'est en allant visiter quelques écoles qu'on a pu voir, donc les enfants, on a pu voir que ça marchait très bien, etc. Mais, vous voyez, on n'a pas beaucoup de résultats vraiment chiffrés. Alors, la collègue Clémentine Brou-Diallo avait fait une étude en 2011, effectivement, et avait pu obtenir quelques résultats, mais là, je ne peux pas vous dire comment elle les a obtenus. Peut-être que, Daniel, tu sais, mais moi, personnellement, je ne sais pas comment Clémentine a obtenu ces résultats. Le tableau qu'on avait affiché. Voilà, donc les élèves étaient volontaires, et puis, je ne me rappelle plus s'il y avait d'autres questions. Voilà. Oui. Voilà, c'est des résultats obtenus au ministère. Parce que donc le PEI, c'est un projet du ministère. Et donc ils ont tous les résultats. Ils savent, école par école, les pourcentages de réussite dans toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont donné ces résultats. S'ils ont donné des chiffres, vous voyez, d'élèves, et qu'ensuite Clémentine Brou-Diallo les a transformés en pourcentage, ou bien si c'est directement les pourcentages que le gouvernement a donnés. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement sait, le ministère de l'Éducation nationale sait que les résultats sont meilleurs pour les élèves PEI que pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Et le nombre de langues, au départ c'était 10, aujourd'hui, donc c'est une dizaine aussi, environ une dizaine aussi de langues. Mais c'est vraiment un tout petit projet, mais qui mérite toute notre attention, à mon avis. Je voudrais vous remercier pour ces deux présentations que j'ai beaucoup appréciées. Et nos champs de recherche sont les mêmes, sont complémentaires. Et j'apprécie beaucoup la complexité sociolinguistique. Donc j'étais ravi de vous écouter. J'ai deux questions. La première pour M. Haïdar concernant les dispositifs d'accueil, que ce soit pour les étudiants francophones, non francophones, ou que ce soit pour les jeunes enfants ou les enfants. Est-ce que ce sont des dispositifs d'accueil qui sont obligatoires ou est-ce qu'ils sont là pour encourager les migrants à s'intégrer? Et pour Madame Boutin, à propos de l'enseignement du français en Côte d'Ivoire, vous avez parlé d'un phénomène d'appropriation sociolinguistique très impressionnant du français à l'école, dans l'enseignement secondaire et à l'université. Ma question est la suivante. Est-ce que les enseignants tiennent compte dans les salles de cours de cette appropriation-là, ne serait-ce qu'à l'oral, par exemple, dans une perspective contrastive? Merci. Alors, Monsieur Sommet, pour ce qui est des dispositifs d'accueil, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, il n'y a que l'AMCI, d'accord, l'Agence marocaine de coopération internationale. Alors, elle accueille un certain nombre d'étudiants qui viennent de pays non francophones, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. En 2018, on a atteint le nombre de 533 étudiants. Alors, sans oublier le fait que l'AMCI, elle a ouvert ses portes aux étudiants non francophones depuis depuis la fin des années 80. Et tout le monde, tous les étudiants non francophones qui viennent s'inscrire dans les universités marocaines ne passent pas forcément par l'AMCI avant de s'inscrire. Vous voyez, j'ai enseigné au sein du centre de langue, du centre de ressources en langue à l'université de Notofail en 2009-2010, d'accord? Et j'ai eu des étudiants non francophones, subsahariens, d'accord? Des étudiants non francophones subsahariens et qui n'étaient pas passés par l'AMCI. Pourtant, l'AMCI existait déjà, d'accord? Pour le reste, c'est des ONG, c'est des organisations non gouvernementales. C'est-à-dire que, pour le moment,
l'État marocain, il est un peu, si vous voulez, dans l'expectative. C'est-à-dire qu'il attend de voir, il a délégué un peu les choses aux associations, aux ONG, et on va voir peut-être ce qui va se passer après la promulgation de cette nouvelle loi. D'accord? Voilà, donc il faut d'abord qu'il y ait ce cadre juridique, puis après on va voir ce qui va se passer. D'accord? Non. Oui. Bonjour. J'aimerais bien remercier les deux intervenants. Et aussi, je voudrais poser une question à mon ami, notre collègue M. Mahdi Haïdar. Et tout d'abord, je me présente, je suis un doctorant au laboratoire Langage et Société à l'université Ibn Tufayl. Je m'appelle Asim Kamaleddin. Bon, ma question, c'est que vous avez mentionné, M. Mahdi, que l'arabe marocain est pratiquement parlé par par tout le monde, par tous les Marocains. C'est vrai, mais on remarque que économiquement, c'est la langue amazigh qui est la première langue. Pourquoi pas? Donc, qu'en pensez-vous? Pourquoi les immigrants ont tendance à apprendre, à intégrer vers l'arabe marocain et ne pas vers l'amazigh? Je sais pas, donc moi j'ai réfléchi à ça et oui, et je voudrais aussi ajouter que l'agence marocaine de coopération internationale, et d'ailleurs moi j'ai profité aussi d'une bourse, j'ai passé par l'AMCI pour m'inscrire dans le master langue française et diversité linguistique. Donc il y a une bourse qui est présentée par l'AMCI et aussi c'était financé par l'UNESCO et vous pouvez me corriger. Bon, il y a aussi des arabophones, des Yéménites, des Mauritaniens, des Soudanais qui passent par l'AMCI, mais il y a des pays arabes comme l'Égypte par exemple, il y a des étudiants qui ne viennent pas, donc je sais pas. Pourtant, l'AMCI est ouvert pour tout le monde. Merci, je vous remercie. Salut Hassim, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te rencontrer ici à Paris. Alors, pour ce qui est des statuts de langue, tu as parlé de l'amazigh. L'arabe dialectal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'arabe dialectal, c'est la langue véhiculaire par excellence au Maroc. Effectivement, il y a encore au Maroc des monolingues, c'est-à-dire uniquement amazigophones. Mais ils sont principalement dans les régions isolées du Maroc, vraiment dans le milieu rural. Et ils sont très rares. Et ils sont vraiment dans le sud du Maroc, dans certaines régions du Maroc, au niveau de l'Atlas aussi. Tu as parlé de l'amazigh et cette langue qui est utilisée beaucoup plus dans les transactions commerciales entre amazigophones. Mais quand, par exemple, quelqu'un qui est arabophone et va vouloir faire commerce avec un amazirophone, il va utiliser l'arabe dialectal. Donc, c'est pour ça que je dis que l'arabe dialectal au Maroc, c'est la langue véhiculaire, vernaculaire par excellence. Par excellence. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un migrant parle arabe dialectal, il arrivera forcément à communiquer avec un amazirophone commerçant. Maintenant, oui, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'apprendre aussi l'amazigh, c'est une très bonne chose pour le migrant. Mais maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne? L'arabe dialectal ou l'amazigh? Moi, je pencherais beaucoup plus vers l'arabe. Voilà. Donc, pour ce qui est de la question en relation avec l'AMCI, oui, l'AMCI accueille tous les étudiants non francophones, pas forcément subsahariens. Vous allez trouver des Yéménites, vous allez trouver même des Saoudiens, d'accord? Et oui, c'est financé par l'UNESCO, mais c'est financé aussi par le gouvernement marocain. Voilà. Merci. Béatrice, vous souhaitez répondre à José? Merci. Donc je vais répondre. Alors effectivement, en Côte d'Ivoire, tout le monde parle le français ivoirien. Hein. On ne peut pas parler que le français standard international, quoi. C'est pas possible. À plusieurs moments dans la journée, vous aurez forcément recours au français ivoirien et les enseignants sont dans le même cas. Mais évidemment, qu'ils tiennent compte de ce contraste entre le français ivoirien, hein, qui lui-même n'est pas une langue sans variation. Hein, il y a toute une variation, tout un continuum là aussi, et puis du français standard qu'ils doivent enseigner. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas parler en français standard aux enfants quand ils arrivent à l'école dans les petites classes, c'est impossible. Donc ils ont recours au français ivoirien. Voilà, avec plus ou moins de conscience, hein, parce qu'on n'y pense même pas. Et après, au fur et à mesure qu'on augmente dans le niveau scolaire, bon,
Donc on peut dire que le français ivoirien laisse plus de place petit à petit au français standard. Ça dépend aussi des écoles. Voilà, ça dépend des professeurs. Mais en fait, là, ce qui se passe maintenant, c'est que on ne sait plus, les enseignants même ne savent plus où est le français ivoirien et puis où est le français standard, parce qu'ils ont l'impression que tout est standard. Voilà. Donc ça devient très difficile. Et même à l'université, c'est la même chose. Quand vous voyez les mémoires des étudiants, bon, si ce n'est pas des étudiants de lettres modernes ou bien de sciences du langage, bon, ils vont écrire le français ivoirien aussi, ou si ce n'est pas le nouchi. Voilà. Donc c'est très difficile actuellement. Monsieur Reimer. Bonjour. Bonjour, Peter Reimer, doctorant de l'Université de Francfort et l'Université de Rouen. Merci pour ces deux interventions très intéressantes. J'ai un commentaire et une question pour Monsieur Haider, parce que quand même, ce que vous évoquez, vous travaillez dans à peu près le même domaine que moi, les populations de migrants et migrantes dans un pays francophone. Et j'ai été frappé lors de mon séjour au Congo, Brazzaville, quand on m'a parlé du Maroc et comment le Maroc était un objectif visé pour les études, surtout à cause de la non-existence des visas depuis un certain temps. Et auparavant, j'avais pas cette perception que le Maroc était un pays qui attirait les Congolais et Congolaises. Donc, entendre l'autre côté maintenant, comment ça se passe au Maroc, c'est vraiment intéressant et une bonne complémentarité à ce que j'ai vu auparavant. Une question qui m'est venue dans une étude sociolinguistique. On s'intéresse aussi aux différents critères socioculturels. Et ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des données pour les différences entre genres, entre âges, et pas seulement entre nationalités? Alors, pour ce qui est des autres variables, oui, effectivement, c'est-à-dire que je n'ai pas les données ici maintenant, mais généralement, le plus souvent, ce sont des migrants assez jeunes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont moins de 30 ans, d'accord, qui ont moins de 30 ans, aux alentours de 20, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Et puis, voilà, ça c'est au niveau de l'âge, au niveau de la catégorie socio-professionnelle. Ce sont le plus souvent des personnes qui faisaient le commerce dans leur pays, d'accord, qui avaient des affaires, et puis finalement qui viennent au Maroc. Voilà. En plus des étudiants. Voilà. Pour ce qui est des hommes et des femmes, oui, généralement, il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Généralement, c'est aux alentours de 55% d'hommes et 45% de femmes. Un enjeu important me semble être de pouvoir démontrer empiriquement et de pouvoir démontrer avec moins de... plus rapidement, je dirais, aux yeux des intéressés, ceux que j'appelle les clients, la clientèle, de démontrer l'avantage, la plus-value de cet enseignement bilingue. Dès la première classe, dès le CP1, maternelle si vous voulez, mais on ne l'a pas non plus. Donc là, c'est une question, un enjeu majeur qui nous intéresse d'ailleurs aussi beaucoup en Suisse, avec notre enseignement. D'ailleurs, on l'a partout, mais en Suisse, par exemple, le rétro-romanche, qui est comme tout à fait la même situation que vous avez au Maroc. Donc il y a tout cet enjeu méthodologique sur lequel, moi, personnellement, je souhaiterais qu'on puisse travailler à fond, qu'on puisse faire des expériences, mais contrôler, accompagner, observer. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez ma question.
Donc, voilà, en fait, bon, merci beaucoup de votre intervention et puis de tout ce que vous faites aussi. Parce que, en fait, bon, voilà, je suis passée vite sur certaines choses, mais là aussi, encore, je voudrais souligner l'implication vraiment des enseignants, parce que n'ayant pas de manuel, parfois eux-mêmes écrivent des manuels, même, je ne sais pas, à main, mais dans ce qu'on a vu, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, aussi, au jour le jour, dans la classe, c'est comme tout à l'heure on parlait des classes en français, mais dans les classes en langue ivoirienne aussi, ça se passe aussi en français, parce que même les enfants aussi connaissent un peu de français de toute façon. Voilà. Et tout ça, c'est très important, c'est un projet qui est vraiment à valoriser. Et d'ailleurs, il faudrait aussi faire le lien avec des thèses sur l'orthographe, deux thèses où j'étais soit directeur, soit dans le jury, qui montrent que, en fait, les problèmes orthographiques des étudiants ou des élèves viennent en fait du fait qu'ils n'ont pas une bonne conscience phonologique au départ. Donc, ils ne distinguent même pas parfois certaines consonnes ou certaines voyelles. Alors, évidemment, quand un enfant a une conscience phonologique dans les toutes petites classes, dans sa propre langue, parce qu'on fait des leçons d'oral, évidemment, de conscience phonologique à l'oral avant de passer à l'écrit. Donc, si c'est fait déjà dans sa langue, après, lorsqu'on va mettre le français par-dessus, il pourra peut-être faire le contraste et puis aussi avoir une meilleure conscience phonologique en français. Donc, tout ce qui est vraiment des recherches et des études dans ce sens, ça va aller forcément vers une meilleure compréhension des bienfaits de l'enseignement en langue ivoirienne dès le départ. Voilà. Et après aussi, pour ce que vous disiez, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que les parents ont le droit de vouloir pour leurs enfants qu'ils apprennent la langue qui va les porter socialement. Voilà. Et donc, tant que les langues africaines en Côte d'Ivoire et ailleurs n'ont aucune place dans les fonctions sociales éminentes, on va dire, donc les parents n'ont aucun intérêt à ce qu'ils apprennent leur langue, d'autant plus qu'ils n'ont pas besoin de l'école. Depuis des siècles, on n'a pas eu besoin de l'école pour apprendre les langues ivoiriennes, donc pourquoi maintenant on aurait besoin de l'école ? Donc voilà, c'est toutes ces représentations-là sur lesquelles il faut travailler. Merci beaucoup. Une dernière question, José ? Voilà. Il y aurait une petite question pour M. Haïdar. Si j'ai bien suivi, la loi des migrants date de 2003. La première, oui. Voilà. Et vous parlez d'un projet de 2014. Alors, le projet a été lancé en 2014 et on attend que la loi soit promulguée. Voilà, mais c'est là la question que je veux poser. Qu'est-ce qui pose problème dans ces projets pour que depuis 2014 jusqu'à 2018, ils ne se soient pas mis d'accord pour promulguer cette nouvelle loi? Je ne saurais répondre, monsieur. Je ne suis pas... Alors, c'est vrai, je n'ai pas la réponse. Parce que d'abord, cela sort de mes compétences, ne relève pas de mes compétences, je ne suis pas juriste. Et puis... Mais il n'y a pas eu des échos dans les journaux? À chaque fois, c'est reporté. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, c'est reporté, on se met d'accord, parce qu'il me semble qu'il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'ils vont mettre dans cette nouvelle loi cadre, parce que c'est elle qui va en quelque sorte définir véritablement les contours de cette nouvelle politique migratoire. Et donc, je pense que les juristes marocains, les législateurs ne veulent pas se tromper. Je pense. Mais peut-être que là, il faudrait poser la question véritablement à un juriste pour voir pourquoi ça traîne. Et c'est vrai que ça traîne, c'est vrai. Oui, parce que de toute façon, il y a les projets déjà. Oui. Le projet, il est écrit. Oui. Donc, il y a pas des journaux, des articles, des journalistes qui parlent des questions qui seraient posées au niveau du projet, ce qui est mentionné, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, par rapport aux droits des migrants, par rapport à la question du logement, par rapport à la question du soin, par rapport à la question des droits fondamentaux que devrait avoir une personne étrangère dans un pays quelconque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on attend toujours. Et c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Je suis désolé de ne pas répondre véritablement à votre question, je suis désolé, mais... Voilà. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Monsieur Mehdi Haïdar, Madame Béatrice Akissi-Boutin, je vous remercie.